Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2021, dite session de loi de l'Assemblée nationale. Le débat d'orientation budgétaire était le point principal de la plénière tenue hier. Détail dans cet élément signé Asama Oseidou et Halidou Bourema. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour de la présente séance plénière. Il s'agit du débat d'orientation budgétaire. Pour le ministère des Finances, ce débat d'orientation budgétaire est devenu aujourd'hui une tradition dans le processus d'élaboration du budget de l'État. Le présent débat constitue une phase décisive de l'aboutissement du processus de modernisation de la gestion des finances publiques. À travers cet exercice qui devient aujourd'hui une tradition, la représentation nationale est mieux impliquée en amont dans le processus d'élaboration du budget de l'État. Ainsi, le document de programmation budgétaire économique pluriannuel que nous appellerons pour la suite DPBEP est un outil de cadrage macroéconomique, budgétaire et financier qui couvre une période de 3 ans. C'est la base des principales hypothèses macroéconomiques. Il vise à projeter d'une part les perspectives de mobilisation des ressources sur une période triennale, donc de 3 ans, et d'autre part à affecter ces ressources au ministère et aux institutions pour la mise en œuvre du programme budgétaire. Au cours de cette séance, le rapport général de la Commission des finances et budget sur le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024 a également été présenté après une semaine d'intenses travaux. Ce rapport a donné l'occasion aux députés de demander plus d'éclaircissements au ministre qui a apporté ces précisions. Le marché, il est abondé par les produits locaux qui permettent de maintenir un niveau d'inflation faible. Mais il faut encore augmenter cette production et à terme créer les conditions de la transformation de ces produits pour que cela crée de la valeur ajoutée, pour que cela crée de l'assiette fiscale, parce que c'est ça qui peut être fiscalisé et non pas la production brute aujourd'hui de nos producteurs. Donc, et en créant, en industrialisant et avec d'ici là en 2023 le pipeline, parce que je voulais préciser que dans les projections qu'on a faites et qui sont confirmées dans les discussions qu'on a eues avec les partenaires qui sont dans le cadre de la construction de ce projet de pipeline d'exportation du brut et le ministère du pétrole, le premier baril du pétrole sortiront en juillet 2023. Donc ce sont les dernières informations que nous avons internalisées dans le cadre de ces cadrages. Donc si vous prenez en compte ces ressources qui vont venir et qui vont contribuer, comme je disais tout à l'heure, à la diversification de l'économie, naturellement vous allez avoir un secteur secondaire qui monte, mais aussi la diversification, les investissements, la transformation va avec un développement du secteur tertiaire parce que tout simplement ce sont des services qui vont se développer de manière naturelle sans même peut-être créer l'action, sans même que l'action humaine entre en ligne de mire à ce niveau-là. Je voudrais réitérer l'engagement du gouvernement que les engagements qui ont été pris dans le cadre de ce document seront respectés à la hauteur ou en tout cas en fonction des différents chocs que nous allons connaître. Nous avons pris les précautions pour que dans la programmation budgétaire, notamment tel que le budget programme le permet, que tous les risques soient évalués, tous les risques soient contenus à travers notamment la capacité, la flexibilité qu'offre le budget, mais les risques sont toujours imprévisibles. Soulignons enfin que les travaux en séance plénière reprendront le samedi 3 juillet 2021 à l'hémicycle. Restons à l'Assemblée nationale où une journée d'échange a eu lieu ce mercredi. En effet, les responsables des collectifs des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE et les parlementaires de la Commission des affaires juridiques et institutionnelles CAJI ont échangé sur les organes de traité. Le compte-rendu avec Hassan Saleh Mustafa et Abdel Nasser Seydou. Familiariser les députés nationaux, membres de la Commission des affaires juridiques et institutionnelles CAJI de l'Assemblée nationale avec les organes de traité en général, c'est entre autres principales la motivation de cette journée d'échange parlementaire avec le service international sur le droit de l'homme.
un service qui accompagne les organisations de la société civile nigérienne dans le cadre de la mise en œuvre de l'examen périodique universel EPU et les organes de traité qui sont au nombre de 12, dont 10 au niveau onusien et 2 au niveau africain. Les parlementaires membres de la CAGI ont trouvé l'initiative très intéressante. Je profite de l'occasion, en tout cas, pour remercier ce collectif d'ONG qui sont passés nous faire ce travail-là, ainsi que le comité interministériel. Aussi, je profite de cette occasion pour rendre un hommage mérité au ministre Nourou pour le travail abattu pendant son séjour au ministère de la Justice. Vous l'avez entendu, nous avons voulu d'abord que la commission des affaires générales et institutionnelles soit informée de ce secteur-là qui fait partie de ses compétences. Ensuite, nous avons émis le vœu que l'Assemblée nationale s'ouvre à ce comité-là pour une présentation très prochainement, parce que nous nous sommes dit que l'Assemblée nationale a quelque chose à faire, a une contribution à apporter dans cette démarche. Pour le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, CODE, ce cadre de partenariat vaut tout son pesant d'or, car les députés nationaux votent les lois et ils ont un œil regardant sur leur application. Au niveau de l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a des lois, c'est la commission qui est saisie au fond. Et dans le cadre du dialogue et la coopération avec les organes des traités et l'examen périodique universel, il est demandé aux organisations de la société civile, à l'État et aux institutions nationales des droits humains d'interagir avec les parlementaires pour que, lorsqu'il y a effectivement des recommandations de ce genre, pour faciliter le travail des parlementaires. C'est en ce sens que nous avons voulu cette journée pour édifier les parlementaires sur ce que les organes des traités et leur rôle aussi dans le suivi des recommandations qui sont faites généralement aux États partis aux différentes conventions. Il vous souviendra que le Niger a déjà fait son deuxième passage à l'examen périodique universel. Il avait été demandé par exemple, pour une question par exemple très importante pour les organisations de la société civile, à l'État du Niger de légiférer pour défendre les défenseurs des droits humains. Et cette loi, elle est là au niveau du secrétariat général du gouvernement. C'est aussi une occasion pour nous de faire un plaidoyer au niveau de cette commission et des parlementaires pour qu'effectivement toutes les dispositions soient prises pour l'adoption par exemple de cette loi. Même sentiment de satisfaction pour le secrétaire du comité interministériel en charge des questions de droits de l'homme. Des échanges interactifs très enrichissants et très édifiants, les parlementaires membres de la CAGI ont vu leur capacité renforcée sur les questions de droits de l'homme au Niger. Et puis le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE a organisé ce matin toujours une journée d'information et de partage sur la participation de la société civile à l'examen périodique universel. Cette journée d'information et de partage sera mise à profit par le CODE pour continuer à promouvoir les droits humains au Niger. Le compte-rendu de Nafissa Yahya et Chebou Guissou. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de son projet plaidoyer pour la promotion des droits des femmes et des enfants à travers la mise en œuvre des 64 recommandations de l'examen périodique universel que se tient cette journée d'information et de partage sur la participation de la société civile à cet examen périodique universel organisé par le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE. De façon plus spécifique, ce projet vise à renforcer les capacités du CODE et ces structures que vous êtes, à mener des actions pouvant aboutir à des changements significatifs en matière de droits de l'homme à travers lesquels les États acceptent volontiers et se soumettent volontiers, et d'autre part de vulgariser et suivre la mise en œuvre effective des recommandations formulées. Étendu sur une période de 18 mois, un paquet d'activités y est prévu avec pour point de chute le renforcement des capacités et d'intervention du CODE sur ces actions. Au Niger, plusieurs mécanismes sont mis en place pour le respect de l'application des dispositions sur la protection des droits humains. C'est pourquoi le CODE œuvre inlassablement, en toute indépendance et impartialité, pour veiller et promouvoir les droits humains conformément à sa mission. En plus des efforts de l'État
qui a ratifié plusieurs traités internationaux et signé plusieurs conventions internationales, notamment dans le domaine des droits des femmes, des enfants et des défenseurs des droits humains. Des actions ont été menées par la société civile nigérienne, notamment par le Code. Cependant, beaucoup reste à faire, notamment dans la mise en œuvre des recommandations à l'endroit du Niger, a rappelé le vice-coordonnateur du Code. Un exemple, des vides juridiques sont constatés dans certains domaines, notamment l'absence de législation spécifique à la protection des défenseurs des droits humains. Néanmoins, un avant-projet de loi portant rôle et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme se trouve actuellement dans le circuit d'adoption. Dans certains cas, la législation, même si elle existe, elle n'est pas applicable par manque de certains instruments, notamment décrets d'application, arrêtés, etc. Cet atelier, financé par la coopération danoise à travers Oxfam, a vu la participation des acteurs de la société civile des 8 régions du Niger. La salle de conférence de l'espace Soleil d'Afrique abrite depuis ce matin le symposium national de la jeunesse du Niger dans le cadre du projet La Voix des jeunes du Sahel. Le symposium se veut celui de la valorisation des bonnes pratiques et de partage d'expériences. Le compte rendu. Environ 150 jeunes des différentes régions du Niger prennent part au symposium national de la jeunesse du Niger, organisé par le Centre pour le dialogue humanitaire dans le cadre du projet La Voix des jeunes du Sahel, qui est dans sa deuxième phase de mise en œuvre dans les 5 pays du G5 Sahel. Ce projet fait son bonhomme de chemin donc depuis 4 ans, avec bien évidemment l'appui de l'Union européenne que je salue une fois de plus au passage. Ce projet a permis dans chacun de nos pays d'accorder, j'allais dire, une tribune spéciale à la voix de la jeunesse. Laquelle jeunesse, bien entendu, dans toute sa diversité, qu'il s'agisse bien de ceux-là qui ont eu la chance d'aller à l'école ou ceux-là qui n'en ont jamais eu, ceux-là qui sont bien évidemment très loin de nos capitales et qui n'y viennent que de façon circonstancielle. Cette jeunesse, c'est bien le présent et l'avenir de chacun de nos pays. Et ce changement de paradigme est au cœur des actions qui ont été mises en œuvre par le projet La Voix des jeunes du Sahel. Je voudrais ici évoquer brièvement quelques résultats, quand bien même le symposium, dans l'un de ses objectifs, nous permettra de dresser le bilan donc, de la mise en œuvre des 4 ans et aussi donc de partager aussi les bonnes pratiques que nous avons pu tirer de la mise en œuvre et dégager tous ensemble les perspectives. Donc je voudrais inviter, chers amis jeunes, à mettre à profit ces 2 jours de rencontre pour surtout partager les expériences avec les autres. Mettez ces 2 jours à profit pour vous connaître, mais aussi pour connaître tous les bienfaits de ce projet. Le projet La Voix des jeunes du Sahel est financé par le Fonds fiduciaire de l'Union européenne et le ministère des Affaires étrangères du Royaume du Danemark a pour but de favoriser l'intégration de la jeunesse au processus de prise de décision politique et socio-économique au niveau local, national et international. C'est pour cette raison que l'Union européenne place la jeunesse au cœur de ses actions. On est réunis ici pour ce symposium national à la fin de ce projet et pour vraiment s'assurer que la capitalisation des acquis est là. Et c'est vraiment vital. La majorité des citoyens africains ont moins de 25 ans. Au Niger, nous le savons, la très grande majorité de la population est jeune. Et la jeunesse, cette jeunesse, elle est forte, elle est clé. Elle est un défi, mais elle est une opportunité énorme. Et soyez sûrs que la jeunesse est vraiment au centre de nos préoccupations. C'est un élément clé. En ouvrant les travaux de ce symposium, le ministre de la Jeunesse a souligné la plus-value de cette rencontre pour les jeunes de 8 régions du pays. Ce symposium de Niamey se présente comme une formidable plateforme que vous offre le projet La Voix des jeunes du Sahel du Centre HD pour mettre en commun vos contributions au développement de vos régions respectives et plus généralement du Niger. En effet, notre pays, les résultats de ce projet sont tangibles. En plus d'avoir contribué à l'adoption de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et de son plan d'action opérationnel, il a aussi permis une vulgarisation de la politique nationale
de la jeunesse. Ainsi, la structuration de cadres de dialogue intergénérationnel réunissant jeunes et chefferies traditionnelles. Ce symposium qui marque la fin du projet est l'occasion de valoriser les bonnes pratiques du projet qui ambitionne de toucher la jeunesse nigérienne afin que retentisse l'écho de ces bonnes pratiques pour la pérennisation du dialogue entre jeunes et autorités. Ouverture ce matin à Africa Hall d'un atelier de formation des dirigeantes des organisations féminines sur le genre au Niger. Cet atelier qui vise la promotion de l'égalité des femmes et des hommes est organisé par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État grâce à l'appui de la coopération suisse. Le compte rendu avec Adam Ousmana et Aboubakar Sele. Renforcer les capacités des femmes en leadership dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques, tel est l'exercice auquel s'attelle le Haut Commissariat à la modernisation de l'État à travers la présente rencontre qui regroupe les responsables des organisations féminines. Une rencontre qui enregistre la présence de 2 élus du peuple, membres du réseau parlementaire genre de l'Assemblée nationale et dont l'ouverture des travaux a été saisie par le premier responsable du Haut Commissariat à la modernisation de l'État pour situer le rôle de sa structure dans cette démarche. Il est de notre devoir en tant qu'institution transversale et placée au niveau du cabinet du Premier ministre d'accompagner les autres institutions. Et aujourd'hui, nous sommes là pour impulser, pour soutenir le ministère en charge de la promotion de la femme, pour renforcer, outiller davantage les hommes et les femmes que vous êtes, afin qu'à partir de vos différents postes, au regard de vos responsabilités, vous puissiez aider, accompagner le gouvernement à mettre en œuvre cette politique en matière de respect du genre. Le genre est au centre des préoccupations majeures de la coopération suisse, dont le chef de bureau n'a pas manqué de louer les progrès enregistrés par le Niger dans la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. Le Niger a enregistré des avancées notables dans l'amélioration du cadre légal pour la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes, notamment en matière de participation valable des femmes dans les instances de prise de décision. Et parmi ces avancées significatives, bien évidemment, il y a eu l'adoption de la loi du 24 décembre 2019 qui modifiait et complétait la loi du début de ce millénaire, de l'année 2000, qui a institué le système de quotas réservé aux femmes dans les instances de prise de décision. La Suisse se félicite de notre appui au Haut Commissariat à la modernisation de l'État, dont l'activité qui va dérouler ici fait partie d'un ensemble de programmes beaucoup plus vaste. La prise en compte de ce type de problématique, la problématique de la place de la femme, la place de l'égalité des genres, fait partie de cet État moderne qui est la vision défendue par le gouvernement, par ses ministères et par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État. Procédant à l'ouverture des travaux, le représentant du ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a souligné la place qu'occupe la promotion du genre dans la politique gouvernementale avant de s'appesantir sur les objectifs visés à travers ce rendez-vous d'échange. Le Niger fait de la réduction des disparités de genre par la réalisation des droits humains des femmes et des filles une des priorités de l'action du gouvernement. Le Niger est l'une des premières nations à encourager la participation politique des femmes avec la loi numéro 2008 du 7 juin 2000. L'objectif principal de cette loi est l'institution d'un système de quotas dans les fonctions électives et nominatives au gouvernement et dans l'administration de l'État. Renforcer la compréhension de l'importance de la loi sur les quotas en les décryptant sous l'angle de la participation politique des femmes. Sensibiliser les acteurs clés sur la pertinence d'aller de l'avant avec les quotas à leur mise en œuvre et enfin élaborer une feuille de route et un document de plaidoyer qui engage les organisations féminines. À noter qu'à l'issue de ces conclaves, il est attendu des propositions concrètes pour un plaidoyer visant à prendre en compte le genre à tous les niveaux de la gouvernance administrative et politique. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, Dr Idi Iliassou, était hier en visite dans la région de Dossou. Objectif à échanger avec les cadres de la santé, les élus locaux, la société civile et les partenaires de cette région pour solutionner certains problèmes dans ce secteur. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Abdel Nasser Seydou. La cité des Armakoy a reçu le ministre de la Santé publique et de l'Action sociale pour sa première visite officielle à l'intérieur du pays.
Ilyas Soumaïna s'est rendu à la case de santé de Kodo, le CSI d'Urbain de Birni, CSI urbain de Dosso, le CHR de Dosso, le centre mère-enfant de Dosso et la direction régionale de la population et des affaires sociales. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une inspection. L'État s'est engagé à faire en sorte que l'état de la santé de la population soit amélioré. C'est vrai que l'État ne peut pas tout faire, mais en fonction des moyens disponibles, on est en train d'améliorer les ressources humaines. Même s'il y a une véritable crise à ressources humaines en santé, mais quand même chaque année, il y a quelque chose qui est fait. J'ai fait allusion des 2 derniers recrutements de 2019 et de 2020, mais également le renforcement des structures de santé en matériel technique qui est en train de se faire dans toutes les régions. C'est vrai, c'est un peu lent, mais c'est la procédure qui est comme ça. Mais toutes les conditions sont en train d'être réunies pour équiper, pour transformer ce qu'on peut transformer afin vraiment de rendre les soins accessibles à la population. Surtout la population qui se trouve éloignée des gros centres. Après avoir salué les autorités pour les efforts qu'ils cessent de déployer dans la région dans le domaine sanitaire, le secrétaire général du gouvernorat de Dosso a rendu des témoignages de satisfaction pour 2 personnes pour services rendus à la région. Initiative pour se rendre dans les régions, visiter les centres de santé, interroger la population, interroger les cadres de la santé et partager les constats avec eux. C'est le premier membre du gouvernement que nous avons reçu dans cette région qui, après une série de visites, a accepté d'organiser une rencontre et échanger avec tous les cadres. C'est extrêmement important. Ce n'est pas donné à n'importe qui de le faire. C'est pourquoi il est de notre devoir aujourd'hui de féliciter le ministre et de l'encourager dans ce sens. Et on profite de cette occasion devant vous pour adresser ou donner notre témoignage de satisfaction à ces 2 agents, le directeur régional de la santé publique et l'électricien de la DRSP qui a installé cette machine à gaz. À l'issue de la visite, le ministre a constaté un certain nombre de difficultés que rencontrent les agents et des solutions ont été données dans l'immédiat. Dont, entre autres, 2 véhicules de supervision vont être acheminés dans la semaine, les médecins chirurgiens vont être renforcés, la réparation et la mise en service de 2 radios de CHR de Dosso. Rappelons qu'une centrale de production d'oxygène construite et financée par Annabelle, une première dans les régions. L'avocat de l'association de lutte contre l'esclavage dénommée Timidria était cet après-midi en face de la presse. Il s'est agi pour maître Cheibou Abdraman d'informer l'opinion publique sur l'issue de la plainte de Dame Fodi Mohamed contre l'État du Niger devant la cour de la CEDEAO. Le résumé avec Adam Ousmana et Sadou Dumi. Par la présente rencontre, l'association Timidria, par le biais de son avocat, entend porter à la connaissance de l'opinion publique le dénouement judiciaire entre une dame dénommée Fodi Mohamed et l'État du Niger relativement à une affaire d'esclavage. Cette affaire portée devant la juridiction de la CEDEAO en 2018 a amené la dite cour à rendre son arrêt le 24 juin dernier. La cour a relevé 5 violations des droits de l'homme dont l'État du Niger est rendu responsable. La cour a noté, et ça c'est très important pour nous, la cour a noté que du fait, ça j'ai lu une disposition de l'arrêt, du fait de la négligence, de la lenteur, de la passivité, de l'abstention des autorités judiciaires nigériennes qui frisent la tolérance de cette pratique,
la Cour estime que l'État du Niger est responsable de toute forme de violation des droits de l'homme, de la requérante et de ses enfants, fondée sur l'esclavage. La deuxième violation des droits de l'homme, c'est le droit à être jugé dans un délai raisonnable. La Cour a conclu, il apparaît que l'objectif de la célérité est bien ancré dans le Code de procédure pénale nigérien qui a aménagé les mesures appropriées pour y parvenir. La Cour note cependant qu'aucune des possibilités offertes par la loi n'a été mise en œuvre par les autorités compétentes nigériennes pour accélérer l'instruction des plaintes de Fodi. La Cour a dit également que l'État du Niger a violé le droit à un procès équitable. Il y a également la quatrième violation que la Cour de justice de la CEDEAO a relevée, c'est la discrimination fondée sur le sexe et l'origine sociale. La Cour, dans le cinquième volet, elle a dit que le Niger a violé la Charte africaine des droits la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. On sait que l'intérêt supérieur des enfants de Fodi n'ont pas été pris en compte par les autorités nigériennes. On sait que les enfants-là n'ont reçu aucune éducation formelle ni informelle. Après toutes ces violations, la Cour de la CEDEAO décide que dans Fodi et ses enfants ont droit à réparation. Par conséquent, elle a condamné l'État du Niger à payer à Fodi Mohamed 10 millions de francs CFA, 30 millions de francs CFA, à Zenevou, âgé de 15 ans, 10 millions de francs CFA, à Tajoudan, 12 ans, 10 millions de francs CFA, et Nathan, 10 ans, 5 millions de francs CFA, Tidoual, Ingtal, 8 ans, 2 millions, et Idatan, 6 ans, 2 millions, et Fatima, âgé de 4 ans, 1 million. Donc l'État du Niger globalement a été condamné à payer à Dame Fodi et ses enfants 60 millions de francs CFA à titre de réparation des dommages intérêts. La Cour a donné un délai de 6 mois à l'État du Niger pour lui produire un rapport. A noter que cela fait la deuxième fois que l'État du Niger est condamné dans ce genre de procès. Le président du Parti Rassemblement National Africain RANA, Dr Hamidou Mamadou Abdou, était ce mercredi à Maradi pour présenter ses condoléances au sultanat de Katina et à la famille du défunt sultan Ali Zaki. Le compte rendu avec nos confrères de la télévision Dunia. Il était 9h lorsque l'avion qui transportait le président du Rassemblement National Africain RANA a atterri à l'aéroport de Maradi. Après avoir été accueilli par des militants et sympathisants de son parti, le président et sa délégation se sont rendus au sultanat du Katsina Maradi pour présenter leurs condoléances aux familles de l'illustre Maremawa Ali Zaki, rappelé à Dieu ce jeudi dernier. Je suis venu avec ma délégation et je suis arrivé lundi soir de Montréal. Et ça fait déjà quelques jours que je pensais venir rendre hommage à notre père, son Altesse, M. Ali Zaki. Et donc arrivé lundi soir, j'ai eu le premier vol ce mardi aujourd'hui. Et Dieu merci, on a bien atterri. On est arrivé ici dans la grande famille, et bien reçu, à l'image de tous les entretiens que j'ai eus, dont j'ai souvenir encore avec Feu Son Altesse. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup ce pays. C'est quelqu'un qui a connu le Canada, qui a connu le Québec. Il a encore des souvenirs très frais, si bien qu'à chaque fois que je passe, il ne manque pas de remémorer ses souvenirs avec une mémoire extraordinaire des noms du Québec. Et son rêve était toujours de voir ce pays se développer et que les populations du Niger bénéficient d'un développement aussi exemplaire comme celui du Québec, du Canada. Et donc c'est un digne fils, un digne père que nous avons perdu, un digne fils du pays.
Et nous allons prier, nous allons travailler fort pour atteindre ce rêve-là qu'il a toujours eu pour les populations du Niger. Que son âme repose en paix. Après un bref entretien dans le salon d'honneur avec les dignitaires du sultanat, le président a visité la tombe de l'illustre disparu où des fatias ont été dites pour le repos de son âme. Après avoir rencontré les dignitaires du sultanat, le président a rendu visite à la famille de feu Mariamawa El Haj Ali Zaki pour leur présenter de vive voix ses condoléances. Il faut rappeler que le président du Rassemblement national africain, Rana, a mis à profit ce déplacement de Maradi pour présenter ses condoléances suite au décès du sultan du Kassina Maradi. Les résultats des prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydroclimatiques et de partage du plan de contingence sur les inondations à Niamey, objet d'une rencontre hier à Niamey. Selon le directeur de l'hydrologie à la direction des ressources en eau, Mohamed Ousseini Ibrahim, 2021 sera aussi humide et il faut s'attendre à des inondations. On l'écoute. En termes vraiment de prévision, cette année également, les écoulements seront supérieurs. On aura une tendance comme celle de l'année passée. Donc avec de fortes probabilités, parce que je vous ai dit c'est des prévisions. Donc c'est-à-dire on évalue les chances pour que l'événement puisse arriver. Donc on a des probabilités qui sont supérieures à 45%. Nous on a eu des producteurs qu'on a tournés qui ont donné même des probabilités jusqu'à 90% pour que l'année soit supérieure à la moyenne, qui est la moyenne de référence, que l'année, les écoulements soient supérieurs. Donc il faut également s'attendre à des inondations, probablement cette année. Mais comme je dis, c'est des prévisions, c'est des probabilités. Effectivement, il y a des mesures. Vous savez, en 2020, on a tiré des leçons et le gouvernement a tiré des leçons. Et déjà, le gouvernement a pris cette année des mesures, notamment pour réhabiliter les brèches au niveau des digues. Donc, si vous partez, vous allez voir qu'il y a l'ONAHA qui est en train de travailler, qui a colmaté toutes les brèches là au niveau des digues, qui est en train de rehausser les digues de protection au niveau du fleuve. Donc, je crois qu'il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Et puis parmi ces mesures-là, bien sûr, il y a d'autres qu'il faudrait ajouter. C'est-à-dire il faut qu'on continue sur la sensibilisation des populations. Il faut que les populations quittent les lits des cours d'eau. Parce qu'il y a jusqu'à présent des gens qui sont situés sur les lits des cours d'eau. Il faut que certaines personnes arrêtent de creuser des brèches au niveau des digues. Et tout ça, vous voyez, c'est lié souvent à l'incivisme aussi. Des modèles qu'on a installés, notamment le modèle Islapis, grâce à la coopération italienne. Donc c'est un modèle hydrologique que dès que les eaux nous viennent depuis la frontière du Burkina, parce que les inondations sont liées aux précipitations qui tombent dans la partie sud-ouest du Niger et les eaux qui nous viennent également du Burkina. À cette période qu'on appelle la crue burkinabé ou la crue locale, on suit tout ça au niveau du service hydrologique et à chaque moment opportun, on essaie d'informer les autorités et puis les populations, les maires, les communes de la situation qui prévaut et qui va advenir, des prévisions pour qu'ils puissent prendre les dispositions. Et notamment en 2020, ce modèle-là, le SLAPIS, il a vraiment joué un rôle qui a permis de diminuer les dégâts, notamment au niveau de la Sirba et même au niveau de Niamey, parce qu'il nous alertait déjà pour nous dire que en fait à telle date ou à telle heure les niveaux d'eau vont augmenter, vont continuer de monter à Niamey et nous on a prévenu pour que les dispositions puissent être prises pour éviter des dégâts. Voilà, mesdames et messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.